Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Que vous vous trouviez en France, aux États-Unis, en Australie, au Chili ou au Japon, sur toute la planète, il vous suffira de prononcer 5 syllabes pour réveiller chez toute une génération des souvenirs forts et des émotions inoubliables. Ce simple mot mondialement connu et emblématique n'est pourtant pas issu de textes sacrés antiques ou d'une philosophie planétaire. Il fait référence à ce que l'Occident, et le monde en général, considèrent comme une simple futilité pour enfants, un dessin animé. La grande saga de Dragon Ball a parcouru le monde entier, a été visionnée par des dizaines de millions de personnes et a laissé une marque indélébile dans la mémoire de ceux qui l'ont suivi. Mais cette vidéo n'a pas pour but de faire l'éloge de Dragon Ball ou de lui rendre un hommage amplement mérité. Nous allons démontrer que cette série est une véritable initiation à l'ésotérisme et qu'elle permet d'acquérir une grande ouverture d'esprit. Au-delà du simple dessin animé japonais, vous pourrez constater par vous-même que Dragon Ball a transformé toute une génération et a inculqué toutes les bases de l'ouverture d'esprit durant les années 90. Nous allons examiner 10 points démontrant de façon claire et explicite que cette série est une initiation aux bases de l'ésotérisme. Il est donc parfaitement normal que les personnes ayant suivi ce dessin animé durant leur enfance soient devenues, pour la plupart, des adultes éveillés, possédant naturellement une grande ouverture d'esprit et une tolérance à tout ce qui sort des dogmes socio-culturels de notre monde. Il est important de rappeler que, si cette vidéo est réalisée en 2018, la série dont nous allons parler date quant à elle de 1989, soit il y a pratiquement 30 ans. Comme vous allez rapidement vous en rendre compte, les points que nous allons soulever ne concernent pas directement Dragon Ball, mais plus précisément Dragon Ball Z pour parler de la série animée des années 90. Il faut savoir que Dragon Ball Z est la suite directe de Dragon Ball, et que cette série est tirée du manga, de la bande dessinée japonaise, qui, lui, ne possède qu'une seule lignée, regroupant l'intégralité de l'histoire. Commençons par faire une brève présentation de la série. Nous sommes en 1985 au Japon, quand un mangaka nommé Akira Toriyama crée un manga qu'il nommera Dragon Ball. Son histoire est directement inspirée d'une vieille légende chinoise connue sous le nom du roi singe et remontant au 7e siècle. Le manga papier sera un succès inespéré avec plus de 230 millions de tomes vendus. Et il en découlera 2 dessins animés, Dragon Ball puis Dragon Ball Z, qui connaîtra un succès encore plus grand sur toute la planète dans les années 90. L'histoire quant à elle relate les aventures d'un jeune garçon orphelin à queue de singe depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, qui traversera de multiples aventures et rencontrera d'innombrables personnes au cours de sa vie. Mais cette vidéo n'a pas pour but de résumer cette série ou de tergiverser sur les détails de l'histoire. Les personnes qui visionneront cette vidéo seront probablement déjà de grands fans de Dragon Ball et n'auront que faire de relater pour la 1000e fois les mêmes choses concernant la traduction française ou le générique français.
Nous allons voir ensemble 10 points précis, 10 sujets propres à cette série qui démontrent que Dragon Ball Z est une initiation à l'ésotérisme. Mais avant de commencer ce travail avec vous, il est important de préciser que nous ne faisons pas référence ici à des pratiques satanistes comme il est trop souvent le cas sur Internet. Nous stipulons clairement dans le titre, et vous allez le constater durant les explications, que cette initiation est totalement bénéfique pour les personnes qui aiment cette série. Les différents points que nous allons aborder et qui sont mis en avant discrètement dans cette histoire permettent d'ouvrir les consciences, d'accepter une vision différente des choses et de ne pas se limiter aux dogmes imposés dans notre société. Rappelons tout d'abord ce qu'est l'ésotérisme. Si nous prenons la définition littérale de ce terme, nous lisons « Ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés ». Il faut comprendre que l'ésotérisme va concerner des sujets variés qui ne sont pas abordés couramment dans la société et généralement réservés à des personnes travaillant sur ces thèmes. On va donc pouvoir y aborder des sujets aussi variés que la vie après la mort, les extraterrestres, le paranormal ou les connaissances antiques. Commençons maintenant à analyser les 10 points sélectionnés parmi d'autres, attestant que Dragon Ball Z est une véritable initiation à l'ésotérisme. Premièrement, les 7 Dragon Ball. Nous allons démarrer par le cœur même de cette histoire, ce qui donne le titre à cette série. Les légendaires Dragon Ball. Contrairement à beaucoup d'autres séries de cette époque, le titre ne correspond pas au nom du personnage principal, mais à des objets très particuliers qui vont représenter la quête principale de l'histoire et une source inépuisable de références et de symboles ésotériques. Plus connus en France sous le nom des boules de cristal, les Dragon Ball sont des objets créés par le dieu de la Terre, qui, une fois réunis, permettent d'invoquer le dragon sacré Shenron. Ce premier thème est à lui seul une mine d'allusions à l'ésotérisme. L'objet en lui-même, leur nombre, tout comme la créature invoquée ou leur origine, font appel à autant de sujets tenant du symbolisme, voire de l'occulte. Tout d'abord, les Dragon Ball sont des sphères, assimilées à des boules de cristal. Dans l'idée générale, les boules de cristal permettent de créer un lien, un pont entre les différents plans, les différents mondes. C'est pourquoi, traditionnellement, les voyantes, les sorcières, utilisaient des boules de cristal pour voir l'avenir, pour communiquer avec des entités présentes sur d'autres plans. De plus, les Dragon Ball sont au nombre de 7, et le chiffre 7 est en numérologie le chiffre de la spiritualité, de l'esprit, de la connaissance. Le nombre de Dragon Ball nécessaire pour invoquer le dragon sacré n'est donc pas anodin. On notera également que chacune des Dragon Ball se distingue des autres par le nombre d'étoiles qu'elle comporte. Chaque Dragon Ball renferme entre 1 et 7 étoiles rouges à 5 branches. Ces pentagrammes sont à eux seuls une symbolique ésotérique extrêmement forte. Un pentacle à 5 branches est généralement associé aux 4 éléments de la vie, que sont l'eau, l'air, la terre et le feu, surmonté par un 5e qui serait l'esprit. Nous avons donc, avec les Dragon Ball, des objets très particuliers, dont le nombre fait référence à la spiritualité, dont le symbole interne rappelle les 4 éléments soumis à la volonté de l'esprit, et dont la nature est un portail ouvrant vers les autres mondes. Deuxièmement, Shenron, le dragon sacré. Une fois réunis, les 7 Dragon Ball permettent d'invoquer Shenron, le dragon sacré, qui pourra alors exaucer un ou plusieurs vœux en fonction de la puissance de celui qui l'a créé. Or, la symbolique du dragon est également très forte. Cette créature mystique est le symbole du gardien, mais également de la force et de la protection. Si vous rajoutez à cela le fait que vous puissiez demander à Shenron ce que vous voulez,
tant sur le plan matériel que des informations, vous avez donc un dragon gardien de la connaissance pouvant exaucer vos vœux. Si nous faisons le lien avec le point précédent, nous pouvons constater que les 7 Dragon Ball, le 7 de la spiritualité, permettent d'invoquer le gardien de la connaissance. Mais revenons un peu sur Shenron. Ce dragon sacré est une créature unique, enfin presque. Si son apparence est typiquement celle des dragons asiatiques, longilignes, sans ailes et arborant de longues moustaches, ses capacités et aptitudes sont quant à elles tout bonnement extraordinaires. Shenron peut tout simplement réaliser n'importe quel vœu, ou presque. Disons que les limites de ses capacités sont très loin d'un service low cost. Pour faire simple, le dragon sacré possède la connaissance infuse, puisque vous pouvez lui demander n'importe quelle information sans limite temporelle ou géographique, et il vous donnera la réponse. De plus, Shenron peut littéralement créer n'importe quel objet, toute matière demandée par son invocateur. Cette aptitude est bien évidemment la plus sollicitée dans la série. La cupidité ou la perversité des personnages les pousse généralement à faire appel au dragon sacré dans le but d'acquérir richesse ou petite culotte. Pour finir, Shenron possède une dernière capacité qui le rend indispensable à cette série. Il peut tout simplement ramener les morts à la vie. Cette faculté évolue au fur et à mesure de l'histoire, puisqu'au début de la série, Shenron ne peut ressusciter qu'une seule personne à la fois, tandis qu'à la fin, il n'y a plus de limitation, et les personnages peuvent parfaitement être ressuscités des dizaines de fois. Pour résumer, nous avons donc Shenron, un dragon sacré, gardien de la connaissance, pouvant créer toute matière et ayant la capacité de relier le monde des morts et le monde des vivants, afin de ramener les morts à la vie. Troisièmement, le troisième œil de Ten Shin-Han. Ten Shin-Han est un guerrier qui fait son apparition au début de la série Dragon Ball, lors du 22e tournoi d'arts martiaux. Il restera ensuite dans l'histoire de la série, mais sera relégué à un rôle très secondaire. Mais la particularité de ce personnage n'est pas son histoire ou son importance dans la série. La première chose qui choque quand on observe Ten Shin-Han est bien évidemment ses yeux, et plus précisément le nombre de ses yeux. En effet, même s'il est officiellement considéré comme un humain, descendant du clan des Trois Yeux, il s'avère que Ten Shin-Han est avant tout un triclope. Il possède donc 2 yeux normaux et un troisième œil placé précisément sur le front au centre du visage. L'emplacement précis de cet œil n'est pas anodin. En effet, le troisième œil de Ten Shin-Han correspond exactement à celui du 6e chakra de la culture hindouiste et bouddhiste, ainsi qu'à l'emplacement précis de la glande pinéale. Si les 2 yeux conventionnels des êtres humains permettent d'utiliser le sens de la vue physique du monde, la glande pinéale, placée au centre des sourcils et au milieu du front, correspond au troisième œil énergétique des humains, permettant de voir l'invisible, les autres plans énergétiques, et d'entrer en contact avec des entités supérieures. Ce troisième œil est bien évidemment non visible sur l'apparence des humains, puisqu'il est placé au centre du cerveau. Mais Ten Shin-Han l'arbore fièrement comme un organe prenant l'apparence d'un œil physique. La personnalité de ce personnage est également liée à ce troisième œil, puisque Ten Shin-Han est un moine guerrier vivant reclus et possédant une grande sagesse. Il est également le premier à exprimer la capacité de voler, et donc à avoir une grande maîtrise de son énergie. Le troisième œil de Ten Shin-Han est donc une référence directe à la glande pinéale et au 6e chakra, ouvrant l'accès à la vision des différents plans, à la clairvoyance et à la compréhension générale du monde. Vous remarquerez que ce troisième œil n'a pas été placé n'importe où sur son corps. Il ne se trouve pas sur son épaule ou sur son torse.
Il se trouve précisément à l'endroit où se situe la glande pinéale et le 6e chakra, Ajna, le 3e œil interne, le centre de la perception et du discernement. Mais ce n'est pas la seule référence à cet organe mystérieux. Quand on analyse la technique de déplacement instantané de Sangoku, on constate qu'il positionne précisément son index et son majeur à l'endroit de cette glande, au niveau du front, entre les deux sourcils. Ceci peut donc laisser supposer que cette technique nécessite l'activation de ce 3e œil interne, qu'est la glande pinéale. Une fois activé, l'utilisateur peut alors percevoir les énergies vitales des personnes pouvant se trouver pratiquement n'importe où, sur la planète, sur d'autres plans et même sur d'autres astres. C'est probablement la raison pour laquelle Tenshinhan ne pourra jamais maîtriser la technique du déplacement instantané, sans quoi il se mettrait le doigt dans l'œil. Plus sérieusement, vous pouvez constater que la référence à cette glande et à ce chakra sont clairement mis en avant dans Dragon Ball. Que ce soit par le positionnement des doigts de Sangoku ou par l'apparence physique de Tenshinhan. Tout semble donc nous inviter subtilement à percevoir le monde avec autre chose que nos deux yeux. Quatrièmement, la présence massive de vie extraterrestre. S'il y a bien un sujet aujourd'hui qui divise l'opinion, c'est celui de la vie extraterrestre et de l'existence ou non de civilisations exogènes. Mais cette problématique n'existe pas dans Dragon Ball. L'existence, la présence et le développement de formes de vie en dehors de notre planète y est une chose totalement normale, naturelle et admise comme une fonctionnalité même de la vie. Ce concept s'exprime d'ailleurs sur le personnage principal de l'histoire, puisque Sangoku, même si on ne l'apprend qu'au tout début de Dragon Ball Z, est en réalité un extraterrestre originaire de la planète Vegeta. Il en va de même pour deux autres personnages liés intrinsèquement à l'histoire, que sont Piccolo et le Tout-Puissant, eux-mêmes originaires de la planète Namek. Mais les formes de vie extraterrestres ne se limitent pas à ces personnages, puisque l'histoire de Dragon Ball n'aura de cesse de nous faire découvrir des êtres exogènes, provenant de planètes toujours plus nombreuses et lointaines. L'apogée de cette divulgation reste certainement la légendaire saison de Freezer, où, non content de découvrir le maître extraterrestre de l'univers, nous avons pu observer des dizaines d'ethnies exogènes, provenant des quatre coins de la galaxie, le tout sur une planète extraterrestre. Comme vous l'aurez compris, la question de l'existence de vie extraterrestre ne se pose pas dans Dragon Ball. Ce concept, qui même en 2018 reste encore très épineux, y est une simple évidence, aussi normal qu'il l'est pour vous de devoir respirer pour vivre. Cinquièmement, le voyage interplanétaire. S'il existe un sujet tout aussi sulfureux que celui de la vie extraterrestre, c'est bien celui du voyage interplanétaire. Or, quand on fait référence à un contact entre des civilisations de différentes planètes, on en arrive forcément à celui du voyage interplanétaire. Aujourd'hui, la science nous dit que notre technologie ne nous permet pas encore de déplacer des personnes vers d'autres astres. Certains prétendent que ce ne sera pas possible avant plusieurs siècles. D'autres imaginent toutes sortes de moyens de transport pour pouvoir y arriver. Mais dans Dragon Ball, ce sujet n'est pas un obstacle infranchissable. Que ce soit par le développement technologique, par la rétro-ingénierie ou par l'utilisation de capacités mentales, le voyage interplanétaire nous y a été dévoilé comme la réponse à un problème. Pour résumer simplement, dans Dragon Ball, ce n'est pas parce que c'est loin que c'est impossible. On pourra y noter deux différents moyens de se déplacer d'une planète à l'autre, de façon technologique ou spirituelle. Premièrement, le moyen technologique, par l'utilisation de vaisseaux ou de capsules spatiales. Que cette technologie ait été développée directement par des civilisations,
comme par exemple le vaisseau Namek ayant amené le jeune Piccolo sur Terre, ou les vaisseaux mères de l'armée de Freezer, ou bien que cette technologie soit issue de la rétro-ingénierie, comme le vaisseau conçu par le Dr Brief, le père de Bulma, à partir d'une capsule spatiale Saiyan. Les moyens technologiques pour voyager d'une planète à une autre dans Dragon Ball ne manquent pas. Deuxièmement, le moyen spirituel, permettant à un ou plusieurs individus en même temps de se rendre sur un astre différent. On pourra y inclure notamment la technique de déplacement instantané de Sangoku, apprise sur une planète exogène par le peuple des Yardrats. Elle permet à Sangoku de se déplacer instantanément, comme son nom l'indique, n'importe où dans la galaxie pourvu que son utilisateur parvienne à ressentir une énergie à l'endroit où il veut se rendre. Comme vous l'aurez compris, les voyages interplanétaires sont particulièrement accessibles et fréquents dans Dragon Ball. Cette banalisation d'un concept encore très éloigné de la réalité a permis à tous ceux qui ont regardé cette série d'avoir un esprit ouvert sur le sujet et de ne jamais rejeter en bloc les choses qui peuvent sembler impossibles de prime abord. Sixièmement, la maîtrise du Chi, l'énergie vitale. Parmi les choses qui ont rendu cette série mondialement connue et appréciée, il y a certes des combats impressionnants, d'une vélocité et d'un réalisme à couper le souffle, mais surtout la capacité des personnages de Dragon Ball à utiliser le Chi. Le Chi est l'énergie qui compose chaque être de l'univers. Il est présent dans chaque cellule vivante, des plantes aux animaux, en passant par les humains. En maîtrisant leur Chi, les personnages de Dragon Ball peuvent canaliser cette énergie et la matérialiser afin de générer des attaques aussi puissantes que variées. Si la plus connue reste sans conteste l'attaque inventée par Muten Roshi, alias Tortue Géniale, leur classification est quasiment impossible tant leur nombre est impressionnant. Chaque personnage possède ainsi plusieurs techniques de combat et attaques qui lui sont propres, issues de son propre entraînement, de ses capacités personnelles ou bien d'un enseignement. La plus puissante attaque de Dragon Ball reste sans conteste le Genkidama, plus connu en France sous l'appellation de la Force Universelle. C'est une attaque utilisée par Sangoku à de nombreuses reprises tout au long de la série. Elle lui a été enseignée par Kaiô, le dieu de la galaxie Nord, lors de son entraînement dans le royaume des morts. Cette technique de maîtrise absolue du Chi consiste à utiliser non pas sa propre énergie vitale, mais à récolter celle des êtres qui nous entourent. Les plantes, les animaux, les humains et même les étoiles permettent ainsi d'accumuler une quantité impressionnante de Chi, qui aura un effet destructeur sur celui qui sera impacté. Mais la maîtrise de cette énergie vitale ne se limite pas à envoyer de grosses bouboules sur son camarade d'en face. Elle permet également aux personnages de Dragon Ball de pouvoir voler et de se déplacer librement dans les airs à des vitesses impressionnantes. Dans cette série, n'importe quel humain peut utiliser le Chi et le maîtriser par un entraînement assidu. Cela révèle donc que les êtres humains, quels qu'ils soient, ont un potentiel latent, endormi, dont ils n'ont pas conscience et qu'ils n'utilisent pas. Cette maîtrise n'est rendue possible que par la transmission de ce savoir, et rares sont les personnes qui peuvent le dispenser. Septièmement, les voyages temporels. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir retourner dans le passé pour modifier un événement et, de ce fait, pouvoir changer l'avenir, qui deviendrait ainsi le présent, enfin le nouveau présent. Bref, l'idée des voyages dans le temps est aussi complexe à comprendre qu'à mettre en œuvre. Si ce concept paraît réalisable théoriquement d'un point de vue quantique, d'un point de vue technologique, cela semble irréalisable. Mais la question de la possibilité de voyager dans le temps n'est que la partie émergée du problème. Quand on aborde ce sujet, les plus importantes questions
ne sont finalement pas du ressort de la possibilité matérielle de voyager dans le temps, mais du ressort éthique, des questions de cause à effet, des conséquences possibles à grande échelle qu'un minuscule bouleversement de l'histoire pourrait avoir sur l'avenir. Mais dans Dragon Ball, un événement majeur va précipiter ces questionnements et amener sur la table le voyage temporel. Un personnage va incarner à lui seul l'ensemble de ce concept. Trunk, le fils de Bulma et de Vegeta. Enfin, le Trunk du futur, parce que le Trunk du présent, lui, il incarne pas du tout ça, puisque le Trunk du futur a modifié le passé, donc le présent de Dragon Ball, et offert un nouveau futur au Trunk du présent. Vous me suivez là ou pas? Pour résumer très sommairement, quand Freezer est venu sur Terre pour se venger de Sangoku après leur combat sur Namek, on a vu apparaître un nouveau personnage très mystérieux, Trunk. Ce dernier annonce l'arrivée prochaine de cyborgs maléfiques qui détruiront l'humanité. Trunk nous apprend donc qu'il arrive du futur et qu'il a voyagé dans le temps grâce à une machine fabriquée par sa mère, Bulma. Il est venu prévenir de l'arrivée des cyborgs, mais aussi apporter à Son Goku un traitement contre une grave maladie cardiaque qui causera sa mort dans le futur. L'intention de ce voyage temporel est donc parfaitement légitime, puisque Trunk souhaite éviter à Sangoku de mourir et permettre la destruction des cyborgs qui vont ravager la Terre dans le futur. Pourtant, le résultat de ce voyage sera très différent. Comme nous l'avons vu plus tôt, la modification des événements passés, même infimes, entraîne un bouleversement en chaîne de l'histoire. Certes, Sangoku ne mourra pas de la maladie cardiaque, mais l'arrivée des cyborgs ne sera pas stoppée pour autant. Pire, la machine à voyager dans le temps créée par Bulma permettra à Cell, une créature diabolique, de venir du futur pour tenter de détruire le monde présent. On se retrouve donc avec un futur alternatif différent de celui de départ, lié aux modifications des événements dans le présent. Il en va de même pour l'arrivée de Cell, qui, dans un autre futur, a éliminé Trunk pour lui voler la machine à voyager dans le temps, afin de revenir dans le passé pour trouver les cyborgs et pouvoir les absorber afin d'obtenir sa forme parfaite. On constate donc que les événements du présent ont été modifiés, bouleversés et même empirés comparés aux raisons du voyage de départ. Dans Dragon Ball, le questionnement éthique sur les conséquences du voyage temporel est donc largement traité et imagé, pour le plus grand plaisir des fans qui ont pu découvrir avec ce concept l'une des saisons les plus passionnantes. Huitièmement, un polythéisme hiérarchisé. Si dans notre monde réel, la religion est monopolisée depuis environ 2000 ans par 3 grandes croyances monothéistes, dans le monde de Dragon Ball, le rapport aux divinités est radicalement différent. Cette série apporte une vision des dieux innovante pour l'Occident, puisque la religion en soi n'existe pas. Pourtant, il existe dans Dragon Ball plusieurs dieux, organisés par une hiérarchie précise. Bien qu'il ne s'agisse pas de dieux créateurs au sens biblique, les divinités de Dragon Ball sont des entités extrêmement puissantes et respectées. Ces multiples dieux servent à la fois d'observateurs et de protecteurs de la vie dans l'univers. Il est important de stipuler que, contrairement à la vision monothéiste, les divinités dans Dragon Ball ne sont pas immortelles et peuvent donc perdre la vie et mourir, à l'image de Kaiô qui sera tué par la faute de Sangoku durant le Cell Game et finira ainsi dans l'autre monde. Examinons un peu cette hiérarchie divine. Vous avez tout d'abord le dieu de la planète, en l'occurrence pour la Terre, le Tout-Puissant, qui sera remplacé par Dende après que ce dernier ait fusionné avec Piccolo pour tenter de vaincre Cell. Le Tout-Puissant est chargé de veiller sur la planète, de l'observer et de ne pas laisser les forces maléfiques en prendre le contrôle. Il réside sur la Terre en question, dans le palais du Très-Haut, situé au-dessus de la tour de Karine. C'est le matou qui fait pousser les senzu, vous savez, les haricots magiques.
Viennent ensuite les 4 Kaio de la galaxie. Nous y trouvons donc le Kaio du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Ils ont à peu près le même rôle que le Tout-Puissant, à l'exception près que leur champ d'observation s'étend à 1/4 de la galaxie, fractionné en fonction des points cardinaux. Ces 4 dieux sont assujettis à un 5e, le Grand Kaio, un être extrêmement respecté et d'une grande expérience qui réside sur une petite planète au-dessus du paradis. Mais la hiérarchie ne s'arrête pas là. Si nous avions jusque-là affaire à des dieux gardiens, observateurs de la vie, il existe encore une classe de dieux qui leur sont supérieurs. Il s'agit des Kaioshin, des dieux créateurs. Contrairement aux divinités inférieures, les Kaioshin ont pour fonction de créer les différentes planètes de l'univers et d'y apporter la vie. Ces Kaioshin sont au nombre de 4, et comme pour les Kaio, ils sont répartis en fonction des points cardinaux. Pour finir, ces 4 Kaioshin possèdent un ultime supérieur hiérarchique. Il s'agit du Grand Kaioshin, un dieu plutôt jovial et agréable qui se place donc au sommet de cette hiérarchie polythéiste. Vous pouvez donc constater que la vision des divinités dans Dragon Ball offre une approche radicalement opposée de la croyance religieuse occidentale et moyen-orientale. Les dieux ne sont pas immortels et omnipotents, mais correspondent à des entités œuvrant pour le bien-être de l'univers. Cette vision permet de dépasser le simple culte infondé du dieu et ouvre les portes à des êtres créateurs et gardiens d'une vie ô combien précieuse. Neuvièmement, la quête initiatique. Le concept de la quête initiatique est présent dans une multitude de dessins animés et de mangas de cette époque, et n'est donc pas propre à Dragon Ball. Mais dans cette série en particulier, la quête initiatique est omniprésente, à tel point que le fait de devoir souffrir et travailler d'arrache-pied pour obtenir ce que l'on veut en devient parfaitement normal et naturel. La définition de ce concept est généralement admise comme étant une série d'épreuves, morales ou physiques, suivies par une jeune personne qui lui apporte une plus grande maturité. Cette quête initiatique est tout simplement présente en permanence dans Dragon Ball, puisque le héros, comme les personnages secondaires, ne cesse de s'entraîner, de rechercher des réponses afin de toujours évoluer et se perfectionner. De la simple quête des Dragon Ball pour invoquer Shenron et exaucer un vœu, à la recherche permanente de puissance pour faire face aux adversaires toujours plus puissants, ce concept est présent du premier épisode jusqu'au dernier. Le plus étonnant avec la quête initiatique dans l'univers de Dragon Ball est certainement le fait que, malgré l'existence de Shenron pouvant exaucer n'importe quel vœu instantanément, les personnages ne renoncent jamais à s'entraîner ardemment et à souffrir pour atteindre leur objectif. Il y a donc un réel respect de l'effort et du travail qui est démontré dans cette série. Mais la quête initiatique démontre surtout le chemin à parcourir pour atteindre son but. Que ce soit pour les techniques de combat, pour des objets sacrés ou pour des connaissances, rien n'est acquis de droit, et tout nécessite des recherches et des efforts. Dixièmement, la vie après la mort. Si les sujets de la vie extraterrestre, des voyages interplanétaires et temporels, ou encore des dieux, sont déjà extrêmement complexes à traiter, il en reste un qui le sera tout autant. La vie après la mort est encore aujourd'hui le sujet de débats épineux dans nos sociétés. Que l'on pense que tout s'arrête après la mort, que nos âmes vont passer l'éternité dans un autre monde, ou bien que nous nous réincarnons sans cesse, le sujet de l'après-mort est aussi mystérieux que celui de l'apparition de la vie. Mais dans Dragon Ball, ce thème n'est absolument pas tabou, et il est même une part importante de l'histoire. Les personnages de cette série ont en effet une impressionnante tendance à mourir, ce qui est plus ou moins normal quand on affronte à main nue les plus grands guerriers de l'univers. Et puisqu'ils meurent,
C'est un excellent moyen pour aborder le sujet de ce qu'il se passe après. Essayons de résumer simplement la vision de la mort et de l'autre monde dans Dragon Ball. Tout d'abord, le monde ne se limite pas à notre plan physique. Après la mort, les âmes des personnes se retrouvent donc dans l'autre monde, sur un plan au-delà du physique. Mais ce plan n'est pas une vaste prairie où toutes les âmes défuntes se retrouvent pour y passer l'éternité. Ceux qui viennent de perdre la vie doivent être jugés en fonction des actions qu'ils ont menées durant leur existence. Pour faire simple, un juge va déterminer si, en fonction des différents actes de votre vie, vous êtes plutôt une bonne ou une mauvaise personne. Il va sans dire que, pour des êtres comme Freezer ou Cell, le travail ne doit pas être très long. Une fois ce jugement accompli, les âmes iront soit en enfer, après avoir été lavées, purifiées, et que l'on ait enlevé leur apparence, soit au paradis, où là, elles pourront conserver leurs souvenirs ainsi que leur image corporelle. L'enfer est donc peuplé d'âmes déchues, ressemblant à de petites flammes blanches, tandis que le paradis se voit parcouru de tout un tas d'individus arborant de belles auréoles. Toutefois, les choses ne sont pas figées dans le marbre. En effet, il est tout à fait possible pour ceux qui ont été admis au paradis de se déplacer dans l'autre monde, et même de se rendre en enfer. De la même façon, certaines personnes, comme les dieux, le Tout-Puissant par exemple, ou Baba la sorcière, peuvent aisément se rendre dans l'autre monde pour diverses raisons, sans pour autant avoir perdu la vie. Il est donc possible de passer sur ce plan tout en étant vivant. Il ne faut pas oublier non plus que les morts peuvent être ramenés à la vie, notamment par l'intervention de Shenron. La notion de mort est donc très relative dans Dragon Ball, et démontre bien que les choses ne s'arrêtent pas brusquement, et surtout ne se limitent pas à notre monde physique, mais qu'il y a un univers invisible, régi par les énergies de la nature, où le temps et l'espace ne sont que de simples notions. Les 10 points que nous venons d'exposer ne sont bien évidemment pas les seuls à démontrer que Dragon Ball est une véritable initiation à l'ésotérisme. Nous aurions parfaitement pu en aborder beaucoup d'autres, comme les créatures mythiques avec le loup-garou du 23e tournoi d'arts martiaux, la perception des énergies physiques, ou encore la cohabitation naturelle entre humains et dinosaures. Comme vous l'aurez compris, cette série, qui a littéralement bercé toute une génération et a perduré sur d'autres, permet à ceux qui la regardent d'ouvrir leur esprit et de concevoir notre monde d'une manière bien différente de celle que l'on nous impose. Il est vrai que de nombreux autres dessins animés de cette époque abordent certains de ces thèmes que l'on peut rattacher à l'ésotérisme, mais aucun n'en dénombre autant. Mais que les choses soient claires, nous ne sommes pas en train de démontrer qu'Akira Toriyama faisait partie d'un groupuscule secret ou d'une confrérie mystérieuse visant à asservir le monde, loin de là. Il n'est absolument pas question d'octroyer à ce réalisateur de génie une quelconque intention de transmettre de façon occulte et dissimulée ces notions, car nous n'en avons aucune preuve. Mais il ne fait aucun doute que ces thèmes lui sont chers, et qu'il est parvenu admirablement à les communiquer à tous ses lecteurs et spectateurs, par le biais de ses réalisations. Nous tentons juste de démontrer que les points abordés dans cette série, sous la forme d'un dessin animé ou d'une bande dessinée, sont suffisamment variés et ouverts pour transmettre ces notions à tous ceux qui l'ont suivi. Un dernier point important à rappeler est que cette série date des années 90, une époque à laquelle tous ces thèmes n'étaient pas aussi facilement abordés qu'aujourd'hui. La génération qui a grandi en suivant cette série est devenue bien plus tolérante et ouverte d'esprit que celles qui l'ont précédée. Dragon Ball n'est certainement pas le seul facteur de ce changement, mais il ne fait aucun doute, pour tous les fans de cette série, se comptant par millions à travers le monde, que Dragon Ball fut une véritable initiation à l'ésotérisme, et l'une des raisons de cette ouverture d'esprit.
malheureusement encore trop peu répandue aujourd'hui.